Ce matin-là, Stéphane, Corinne, Nicolas et Thierry avaient bien affaire dans la source de la Chaudanne. Stéphane, venu tout exprès de Genève, avait travaillé aux urgences toute la nuit, et maintenant il allait devoir déposer dans la source un scooter sous-marin pour Michael, au-delà des zones étroites, si possible au-delà du puits de l'Étiva. Le jour d'avant, aidé de Nicolas, il avait vidé 2 bouteilles d'air comprimé de 20 litres à moins 12 mètres, créant ainsi une cloche d'air dans une anfractuosité de la roche, au-dessus d'une plateforme installée à cet effet. Cette cloche était d'une importance cruciale pour permettre à Michael de passer dans un confort relatif les longues heures de décompression qui lui seraient nécessaires pour sortir sain et sauf de la source après sa longue plongée d'exploration qui devait durer plus de 8 heures. 10 heures du matin, Michael s'immerge et commence l'exploration. C'est après une solide période d'entraînement et de mise au point du matériel qu'il avait décidé de profiter de l'hiver pour aller voir comment continuer la source au-delà de la zone atteinte en 1988 par l'explorateur Cyril Brand. Il se sentait prêt, et son équipe de soutien une fois constituée, il avait entrepris de nombreuses plongées préparatoires qui l'avaient aidé à planifier les dépôts de matériel de sécurité, à vérifier et réparer le fil d'Ariane et à trouver l'endroit le plus propice pour déposer le scooter qui l'aiderait non seulement à plonger au-delà des 160 mètres de profondeur, mais surtout à en revenir. Avec une température de l'air de moins de degrés avant le départ et une température de l'eau de 8 degrés, un court sentiment de bien-être, comme si on s'immergeait dans de l'eau tiède, se faisait sentir en ce début de plongée. Mais Michael savait que cela était provisoire et que le froid allait l'accompagner durant une grande partie de l'exploration, en particulier dans la zone profonde. De premier abord, les conditions de plongée paraissaient excellentes. L'hiver rigoureux et froid avait gelé le sol, ce qui avait stoppé les infiltrations d'eau depuis la surface, garantissant ainsi une bonne visibilité de plusieurs mètres, ce qui n'était pas souvent le cas dans la Chaudanne. Mais qu'en serait-il une fois la barre des moins 100 mètres passée? D'autres infiltrations venues d'encore plus loin ne viendraient-elles pas troubler l'eau, diminuant de façon dangereuse la visibilité et rendant ainsi l'exploration plus difficile, voire impossible? La première partie de la source de la Chaudanne est caractérisée par une série de petits puits et de passages bas et étroits dans lesquels il faut se faufiler avec précaution, en prenant soin de ne pas endommager le lourd recycleur et tout en veillant à ne pas arracher le fil d'Ariane, sorte de fil guide qui seul permet de s'orienter sous l'eau pour trouver le passage vers le fond ainsi que de retrouver la sortie lors de la remontée. Car sous l'eau, si la visibilité se détériore, tout repère visuel pour retrouver la sortie disparaît. Et alors le plongeur est comme perdu. Malgré tous les soins apportés par l'équipe au rééquipement du fil d'Ariane, Michael rencontrait de ci de là, à l'occasion d'un détour de la galerie, des portions où le fil avait été malmené par les dernières crues de l'automne. Pour l'instant, rien d'inquiétant. Mais qu'en serait-il dans le puits terminal? Il continue maintenant sa progression en douceur, puis disparaît derrière un rétrécissement de la galerie, avant de pouvoir s'emparer de ce propulseur en bas d'un redent, pour poursuivre, seul, loin de nous, vers le fond de la source.
1 heure plus tard, une lueur déchire les ténèbres, et du fond de l'inconnu surgit Michael qui revient. Aura-t-il été jusqu'au bout? Et surtout, qu'aura-t-il vu? L'allure calme et sereine à laquelle il revient dans le conduit laisse présager que l'exploration s'est bien déroulée. Michael fait signe que tout va bien, mais pour l'instant il est impossible d'en savoir plus. Il ne lui reste plus maintenant qu'à se diriger vers la cloche d'air pour accomplir la longue décompression sous oxygène à laquelle il doit impérativement se soumettre. C'est ton 2 mètres. Et ça continue. Bravo! Merci. Félicitations! Merci. Alors, c'est bien allé? Très bien, ouais. T'es déjà donné? Hein? Non. Alors, attends. Alertés par le tintinnabullement de la sonnette qui a retenti dans la salle du restaurant situé au-dessus de la source, les équipiers vont maintenant s'immerger, rejoindre Michael et s'enquérir de comment se déroulait sa plongée. Bon, moi je vais relever tout et je vais m'installer là. Maintenant, il lui faut tout d'abord se débarrasser de son lourd scaphandre de plongée pour pouvoir se hisser sur la plateforme. Débarrassé de tout son équipement, Michael installe la chaise pliante qui va lui permettre de passer de longues heures de décompression en étant au chaud hors de l'eau. Entre-temps, Corinne et Thierry ont installé le tuyau qui amène l'oxygène depuis la surface. Mais le premier qui arrive au renseignement est Nicolas. Michael, privé de ses lunettes, lira par erreur 172 mètres au lieu des 175 mètres que son ordinateur de plongée indique. Ça va? Ouais, impeccable. T'as besoin de quelque chose? Non, pour l'instant ça va. 172. 172. Et ça continue. Putain. Alors écoute, il y a une bouteille qui est au puits de la corde, à la mer. Puis les jours vous allez sur mon truc, quoi. Et le scooter aussi, donc 2 scooters. 2 bouteilles, 1 scooter. Ouais. C'est bon. Donc 3 trucs à rappeler. Ouais. Donc, et la bouteille la plus loin, ben, elle est au puits de la corde. Ok. À 20 mètres. Ouais. Mais après 6 heures de décompression passées à respirer de l'oxygène, il est temps maintenant pour Michael d'entreprendre la plongée qui doit le ramener à la surface. Encore une dernière étroiture à passer, dont il s'extirpe lentement, et le voici enfin qui arrive dans le puits d'accès. Le puits est baigné par la lumière du jour finissant, qui remplace celle de ses puissants phares, lesquels sont devenus maintenant inutiles. Il remonte volontairement avec lenteur, car ces derniers mètres sont tout aussi importants que ceux passés au fond, et une lenteur extrême de remontée s'impose pour éviter de fâcheuses complications dues à une sortie trop rapide.
18h30. Mickaël émerge enfin. C'était comment? Très bien. Très bien, ouais. Excellent. Combien de mètres? 100, Hein? 175.